Paul se met subitement à bégayer lors de notre discussion. Charles se lève brusquement, répétant « Je me suis caché, je me suis échappé ». Il n'arrive plus à poursuivre son récit. Tamara se met à pleurer alors qu'elle me raconte un fait qu'elle raconte finalement très régulièrement. Lisa se sent des angoisses à l'approche du dimanche. Je pourrais aisément poursuivre cette énumération pendant très très longtemps. Lors de mes recherches en 1994-96, ça commence à dater, plus de 50 ans après les faits, nos témoins ont revécu leur enfance. Enfance cachée, et heureusement d'ailleurs qu'ils ont été cachés. Mes recherches ont surtout traité de l'attitude du clergé dans le diocèse de Liège et de toutes les structures qui ont été mises en place pour accueillir ces enfants. C'est ce que je vais vous présenter très brièvement aujourd'hui. Ici, vous voyez sœur Michaël de Roquelain-sur-Gers entourée de petites jeunes filles cachées. Concernant les sources, j'étais partie en fait d'une enquête église de 1978 faite par le Centre d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu à présent le CGSOMA. J'ai restreint mes recherches à 103 établissements francophones, germanophones, qui existaient toujours. Et puis, à ces 103 établissements se sont ajoutées des maisons mères suite à la disparition de certaines communautés qui n'existaient plus en Belgique. Finalement, pour 12 ordres fondés à l'étranger, là, malheureusement, je n'ai pas su retrouver d'informations. J'avais également lancé un appel dans des médias, dans la revue Regard, sur les ondes de Radio Nostalgie, qui m'avait permis de retrouver 5 enfants cachés, ainsi que dans la section belge de l'Association de l'enfant caché et à la centrale d'œuvres sociales juives, qui m'ont été d'un très précieux secours. Lors de la conférence internationale des enfants cachés à l'ULB les 30 mars et 1er avril 1995, dont vous voyez ici un des tableaux, j'avais mis une petite annonce en disant l'objet de mon enquête, ce qui m'a permis finalement de retrouver 2 enfants également par ce biais. Finalement, j'ai recueilli 65 témoignages, dont 34 enfants cachés. Pour être tout à fait honnête, j'avais retrouvé beaucoup plus de jeunes enfants cachés, mais certains soit ne souhaitaient plus parler de cette enfance parce que c'était encore une blessure trop ouverte, ou certains estimaient avoir été trop jeunes lors des événements pour offrir un témoignage qui leur semblait fiable. Au niveau des dépôts d'archives, voilà, vous voyez, j'ai été dans pas mal de dépôts en Belgique. J'ai été dans les archives diocésaines, de l'archevêché de Malines, à Liège. J'ai aussi la chance d'avoir une bourse pour partir à Jérusalem et profiter ainsi des archives du Yad Vashem à Jérusalem. J'avais également consulté celles qui se trouvent à Bruxelles, donc tous les dossiers préparatoires pour les reconnaissances de juges parmi les nations avant que ça soit envoyé à Jérusalem. Comme je m'intéressais surtout à l'accueil des enfants cachés juifs dans les établissements catholiques, j'avais jeté un petit œil aussi sur l'attitude des responsables ecclésiastiques. Est-ce que les religieuses, les religieux, est-ce qu'ils s'étaient sentis soutenus par leur hiérarchie directe ? Eh bien, le pape Pie XI, en fait, lui, s'était opposé à la montée du fascisme. En 1937, il avait fait publier 2 encycliques qui condamnaient le nazisme et le racisme, ainsi que le communisme athée. En 1938, il avait également écrit une lettre aux universités catholiques du monde entier pour s'attaquer au racisme et à la théorie de la race. Une encyclique était en cours de rédaction, elle devait être publiée, mais malheureusement, suite au décès le 10 février 1939 de Pie XI, l'encyclique n'est jamais parue, mais elle critiquait les mesures anti-juives. Le pape Pie XII prend le relais. Son silence est connu, mais l'ouverture de ces archives depuis 2020 vont peut-être nous permettre maintenant de connaître un petit peu ses motivations. Quant à notre cardinal, Ernest Van Rooij, lui, s'il a dénoncé également les dangers des ordres nouveaux dans les années 30, il a surtout veillé à ne pas rentrer en conflit avec l'autorité occupante pour éviter toute compromission. On sait qu'il a discuté avec Albert Vandenberg, dont je vais vous parler dans un instant, qui est un grand résistant liégeois, de la question de savoir s'il était oui ou non opportun de s'opposer aux mesures allemandes face à la population juive. Mais ça n'a pas été au-delà. Il s'est limité à proposer aux fidèles chrétiens de prier pour les familles juives, mais sans plus. Monseigneur Kerkhoff, par contre, donc évêque de Liège, a eu une démarche tout à fait différente. Elle peut trouver son origine dans l'intervention de l'avocat Albert Vandenberg, qui était un avocat très croyant et qui avait réagi dès les premières rafles. Il avait interpellé l'évêque, il a également été interpellé par Joseph Lepkivker, qui était ministre officiant juif, qui lui venait d'échapper en septembre 1942 à une arrestation. Il ne savait pas trop où aller pour sauver sa femme et ses 2 enfants, et il a été voir l'évêque. Et l'évêque lui a dit « Vous êtes dans une situation périlleuse, si j'avais été dans la même situation, je serais venu vous voir ». Et donc clairement, l'évêque très vite
a décidé d'aider un maximum de personnes. Il va charger l'abbé André Meunier, professeur de théologie morale au Grand Séminaire depuis 1930, de mettre en place un réseau en collaboration avec Albert Vandenberg, donc avocat chrétien, pour veiller justement à placer un maximum de personnes dans les homes catholiques. Il a également écrit à ses prêtres en leur demandant lequel d'entre vous serait prêt à sacrifier votre vie pour en sauver d'autres. On a les réponses pour 89 prêtres qui ont répondu positivement. Selon les recherches que j'avais faites dans les années 90, la communauté juive à Liège comptait en 1930 autour de 784 membres. 10 ans plus tard, au moment de l'occupation, ils sont 3 fois plus nombreux. Le ministre officiant juif, lui, évaluait autour de 1200 âmes environ, ces croyants pratiquants. Dans les personnes recensées, elles logeaient surtout dans 3 villes, Liège, Seraing, Bressou. Et la plupart étaient arrivés vers 1923-1930. Alors c'est clair que la communauté sera particulièrement décimée par l'occupant. En 1959, il n'y avait plus que 594 personnes recensées comme juives dans la région de Liège. Alors on a déjà beaucoup parlé du CDJ depuis ce matin, donc un comité de défense des Juifs et pas un comité juif de défense, comme le disait Albert Wolff. En fait, vous voyez en rouge les premiers membres du CDJ liégeois et du réseau Vandenberg. Les 2 réseaux vont travailler en permanence ensemble. Entourés de bleu et de variantes de bleu, ce sont les personnes qui avaient un lien de parenté. Par exemple, Jacques Pailloux, qui était parent avec Jacques Barbara, qui avait épousé sa sœur. Georges Fonsny était le cousin de Bart van de Kieboom et était également le beau-frère d'Albert Vandenberg. Madame Fonsny, donc la sœur de l'avocat, visitait les enfants cachés pendant que sa fille Monique travaillait dans le bureau d'Albert Vandenberg. Donc c'était comme ça un réseau qui, naturellement, même professionnellement, se voyait régulièrement. Gerd Jospa, dont on a déjà beaucoup parlé, est à l'origine du CDJ liégeois et il a travaillé beaucoup avec Albert Wolff. Alors, Bert van de Kieboom, que vous voyez en bleu à droite, elle était institutrice primaire. Elle travaillait au secrétariat du bureau de l'enfance au grand air, dans la section aide aux foyers éprouvés. Alors, légalement, il s'agissait de placer des enfants à la santé fragile en maison d'accueil ou en internat à la campagne. Mais à la demande de l'évêque, très vite, des enfants juifs vont être hébergés. Parfois, juste un temps court, de manière à leur trouver une nouvelle famille d'accueil. Le bureau d'enfance au grand air va devenir finalement aussi une des plaques tournantes du réseau Vandenberg vers les instituts religieux. Les plus connus que vous connaissez certainement, c'est Banneux, le home de la Vierge des Pauvres, Chénet, chez les Filles de la Croix, Ramioul, la colonie des filles, Bassange et Roquelange-sur-Gers, là c'était les sœurs de Saint-Joseph, Saint-Georges-sur-Meuse et Stoumonde, qui était une colonie scolaire. C'est le plus souvent l'abbé Meunier qui prenait les enfants par la main et qui allait les porter. Suzanne Moons, le petit que vous ne voyez pas sur le schéma ici, était une chrétienne active dans le CDJ. Elle était rentrée aussi dans le CDJ grâce à un ami qui avait connu Gerd Jospa à la Ligue belge contre le racisme et l'antisémitisme avant la guerre. Son intervention va permettre également l'ouverture de nombreux établissements catholiques. Gerd Jospa et Albert Wolff, eux, s'étaient déjà rencontrés aussi avant-guerre lors de conférences pour la paix. La sœur de Gerd habite Liège et finalement les 2 hommes vont très vite collaborer. Quant à Albert Wolff, que vous voyez en bas du schéma, il n'a que 27 ans en 1942. Lui, il vient d'une famille belge juive peu pratiquante et il avait d'ailleurs épousé une jeune catholique. Mais par contre, quand l'ordonnance demande qu'il s'inscrive dans les registres communaux, il va s'inscrire avec son fils, alors que pourtant la judéité se passe par les femmes. Alors Albert Wolff est très vite repéré, bien évidemment, par les Allemands parce qu'il est imprimeur. Il était même déjà connu avant-guerre comme un communiste un peu réactionnaire, antifasciste, résistant, et donc très vite il va devoir se cacher. Il va rentrer dans l'illégalité le 10 juillet 1941. Et il va également rencontrer l'avocat Albert Vandenberg grâce au ministre officiant juif Joseph Lepkivker, qui venait imprimer chez ce monsieur Wolff les documents nécessaires à la pratique du culte à Liège. Alors le CDJ, comme on l'a déjà dit depuis ce matin, c'est un organisme sans but politique, sans distinction sociale, sans opinion politique, philosophique, religieuse. Donc par exemple ici, vous avez 3 grands membres, Émile Boufflette qui est prêtre, Jacques Pailloux qui est franc-maçon, qui était l'époux de la sœur de Gerd Jospa, Yuba, et Albert Wolff qui lui est juif communiste. Donc c'est grâce vraiment à l'association et la collaboration de toutes ces personnes aux opinions tellement différentes qu'on a pu sauver autant de personnes. Alors lorsqu'il faisait des réunions, c'était soit dans 2 maisons qui appartenaient à l'évêché, donc l'évêché avait mis à disposition des résistants 2 maisons, ou alors dans les domiciles privés ou sur les lieux de bureau de certains d'entre eux.
Alors, pour les moyens financiers, juste en 2 mots, en moyenne, il fallait 50 francs belges, c'était quand même beaucoup, par jour pour réussir à cacher toutes ces personnes. Alors, à Liège, ils avaient travaillé beaucoup avec Solidarité, qui est un groupe allié du CDJ. Et Solidarité, en fait, vendait des photographies et l'argent permettait également de nourrir les personnes cachées. Ernest Daniel, que vous voyez sur le graphique, était membre de plusieurs réseaux de résistance. Et là aussi, c'est par ce biais qu'il recevait pas mal d'argent. Et en mars 1944, ils ont purement et simplement attaqué la poste centrale de Liège, où là, ils ont récolté plusieurs millions de francs belges. Ça, c'était parfait, ils ont été tranquilles pour quelques semaines. Ils avaient également Henri Damery, qui travaillait dans une commune, qui, lui, contrôlait un petit peu les listes de personnes à assister. Il faisait même des enquêtes pour vérifier auquel il y aurait un mouton noir qui aurait essayé de se glisser dans le mouvement et qui aurait évité, comme ça, qui aurait risqué, d'arrêter plusieurs personnes. Damery, lui, remettait les colis de vivres. Pantiel, que vous voyez en haut, lui, récoltait de l'argent. Joseph Renard et Lepkivker s'occupaient des papiers, des timbres et des colis. Albert Vandenberg remettait de son bureau des fausses cartes d'identité, des timbres, de l'argent, etc. Paula Marchal, qui est au centre en rouge, elle était institutrice. Elle dirigeait le service des timbres à Bressou, des timbres de ravitaillement, pour éviter le travail obligatoire. Après ses heures de bureau, elle allait quasiment tous les jours chez l'avocat Vandenberg et elle remettrait de 150 à 300 cartes de timbres par mois. Elle permettait également de rapporter des fausses cartes d'identité qu'elle faisait valider du sceau officiel de la commune de Bressou, permettant comme ça d'offrir de véritables papiers aux personnes cachées. Alors, pour avoir suffisamment d'imagination, vu le nombre de cartes d'identité qu'elle transmettait, elle prenait possession dans les écoles des listes d'élèves et brodait un petit peu sur les noms pour créer comme ça tous ces faux profils. Pour les timbres, en fait, elle prenait les vrais timbres, les remplaçait par des faux timbres qu'elle mettait dans les fardes, timbres en trop. Et ça repartait comme ça au ministère à Bruxelles. C'était détruit. Mais au moins, elle récupérait les vrais timbres. Alors, les autres cellules importantes du CDJ liégeois se trouvaient aussi à Seraing, sous la direction de Joseph Pantiel et d'Henri Damery, dont j'ai déjà parlé. Alors, pour cacher tous les enfants, en fait, le réseau Vandenberg-Meunier-Fonsny avait sa propre organisation que l'on pourrait imaginer dans l'absolu comme un bureau autonome qui collaborait dans une organisation plus vaste qui était le CDJ. Voilà, donc voilà tous les hommes clés, je pourrais les citer, il y en a surtout 5, Joseph Renard, Émile Boufflette, Pierre Kuhn, Georges Fonsny et Albert Vandenberg. Ce sont ceux que vous voyez en vert, c'était vraiment les hommes relais qui faisaient vraiment tourner toute la machine. Alors, les activités résistantes d'Albert Vandenberg sont malheureusement pas passées inaperçues. Il y a 2 monuments qui évoquent actuellement sa mémoire. Celui en haut à droite est situé à Liège. Il a été réalisé par Alinka Jakubowska, qui a déclaré « J'ai gravé une chaîne d'étoiles de David pour évoquer le réseau qu'il a mis en place. Des petites étoiles, puis des plus grandes. Certaines sont effacées car tout le monde n'a pas survécu. » Le deuxième monument plus ancien, lui, se trouve à Banneux, qui était l'endroit où l'avocat avait mis les premiers enfants juifs cachés et où il allait régulièrement prendre de leurs nouvelles. Alors cet avocat, donc il était aussi docteur en droit, licencié en notariat, avocat à la cour d'appel, donc c'était quelqu'un quand même de très important. Il était issu d'une famille aisée, il était très proche de l'Église catholique. Tantôt je vous l'ai dit, il avait rencontré le cardinal à propos des déportations juives, il était très proche de l'évêque, très investi dans la paroisse Saint-Christophe où il logeait, à tel point que tout le monde l'appelait le 3e vicaire, pour vous dire à quel point son investissement était important. Il était administrateur de colonies scolaires catholiques dès 1941, ce qui lui a permis aussi d'aller régulièrement dans ces colonies pour voir les enfants et vérifier qu'ils allaient bien. Le problème, c'est que les publicités distribuées par la colonie de Banneux aux parents intéressés par un séjour pour leur enfant anémié stipulaient, même en 1941, que la colonie respectait les convictions religieuses de tout le monde et qu'ils accueillaient des enfants juifs, des enfants protestants, des enfants catholiques, des enfants laïcs. Enfin, c'est très gentil, mais en 1941, il aurait peut-être déjà été opportun de ne pas le signaler. C'est par l'intermédiaire du ministre officiant Joseph Lepkivker que l'avocat et l'imprimeur Wolf vont se rencontrer, vont s'apprécier et travailler jusqu'à l'arrestation de Vandenberg. Il va aussi travailler avec le père Bruno Renders, que vous connaissez très certainement. Alors, dénoncé probablement par Joseph Kahn, qui voulait sauver son épouse juive, il est arrêté, ainsi que son secrétaire Pierre Kuhn, alors qu'ils allaient remettre au jeune homme des fausses cartes d'identité le 30 avril 1943.
Il a été condamné pour contrefaçon de documents, on en a déjà parlé ce matin, mais alors que sa peine allait expirer à la citadelle de Huy, une délégation allemande est intervenue, il a été transféré en Hollande à Vuc-Bois-le-Duc, puis après il a été déporté à Hambourg, puis à Neuengamme, puis il est parti pour une destination qui reste encore un peu obscure, mais il n'est jamais revenu. Alors, je vous propose de voir très brièvement le fonctionnement du sauvetage pour une famille qui a eu la chance de ne pas connaître trop de cash. Alors, Malka, elle naît en Pologne en 1923. Elle arrive en Belgique alors qu'elle a 3 ans. Et sa famille s'installe à Liège, quai des Tanneurs. En 1927 arrive un petit frère, Joseph. En août 1942, avec la convocation pour le mur de l'Atlantique, son papa, qui a 49 ans, part pour protéger les siens. Les premières rafles de septembre 1942 précipitent la maman, Ita, Malka, 19 ans, son petit frère de 15 ans, dans les rues, où ils vont préférer l'errance plutôt que de retourner dans leur maison. Il a fallu quelques jours pour que des personnes se rendent compte que leur attitude était étonnante et qu'ils puissent rencontrer des amis de l'avocat Vandenberg qui va alors se charger de trouver des caches pour toute la famille. Sans le savoir, cette petite famille vient de rentrer dans l'organisation des 2 réseaux. Malka va être la première placée. Elle va aller chez le curé Ernest Rixon, qui vivait avec sa sœur Ima. Elle va rester jusqu'à la libération chez le prêtre et Irma, même si le prêtre est arrêté en 1942 et il mourra en déportation. La maman, Ita, elle, va être conduite par Ernest Daniel du CDJ chez Charles Bourgois et Berthe Pirlet, qui est une famille qui a accueilli de nombreuses personnes. Elle aussi va rester dans cette famille jusqu'à la libération. Le petit frère, Joseph, qui a quand même 17 ans, lui va être accueilli à l'Institut Don Bosco à Liège, qui était dirigé par l'abbé Paul Koenraad. Quant au papa, il va sauter du 16e convoi, il va retrouver l'abbé Rixon, qui va lui permettre de trouver une cachette sûre, et c'est grâce à l'abbé Émile Boufflette qui va recevoir de faux papiers. Donc ici, c'est vraiment une famille qui, dans l'absolu, a eu beaucoup de chance, ils n'ont pas connu de multiples cachettes, et ils ont tous survécu à l'occupation. Alors, j'ai en fait travaillé sur 4 instituts. Donc j'ai fait Saint-Roch, qui est un institut scolaire. J'avais travaillé sur Stoumont, qui est une colonie pour enfants animiers. J'ai travaillé sur un autre institut à Blény-Trembleur, l'Institut Saint-Joseph. Et j'avais travaillé également sur le Collège Royal Marie-Thérèse à Herve. Ce sont les 4 grands lieux qui avaient fait l'objet de mes recherches à l'époque. Alors comme je pourrais prendre toute l'après-midi à moi toute seule, je vous propose juste de voir 2 endroits très brièvement. Alors tout d'abord, Saint-Roch. Donc Saint-Roch va accueillir en fait 9 personnes juives, 3 femmes et 6 hommes. Alors ce petit séminaire, donc, qui est aussi un établissement scolaire, existe toujours, et vous voyez ici le porche qui date du XVIIIe siècle. C'était un internat pour garçons. Il y avait une aile qui était réservée aux religieuses, un hôtel-cafétéria, qui était tenu par une famille, les Bons Mariages, et une ferme de la famille Kersten. Alors ici, vous avez une vue qui vous permet de voir en rouge les endroits où les enfants juifs étaient cachés et en bleu d'autres endroits qui servaient aussi de cachettes. Il y avait 2 fermes, donc ce qui permettait déjà de nourrir plus de personnes. Il y avait la ferme du séminaire qui est en haut à gauche et la ferme d'une famille, la famille Kersten, en bas à droite. Famille qui elle-même a accueilli des réfractaires, aidé des juifs, les enfants étaient dans la résistance. Donc quelque part, c'était quand même un endroit où potentiellement on pouvait attirer l'attention des Allemands. Il y avait une aile sur la gauche qui était réservée à la communauté religieuse, les sœurs du pauvre enfant Jésus, qui est arrivée en 1938. La sœur supérieure s'appelait sœur Leonarda Zimmermann d'Aix-la-Chapelle. Et en fait, 14 des religieuses venaient d'Autriche et 2 étaient allemandes. Donc elles parlaient toutes très bien allemand. Elles avaient fui le régime nazi et elles étaient aidées par 5 ou 6 servantes, dont Edith, dont la maman était chrétienne et le papa était juif, et qui va décider de prendre le voile en 1956 sous le nom de sœur Margarita. Alors c'est dans l'internat des garçons, bien évidemment, que les garçons vont être cachés, les 4 garçons. Pierre va être le premier, il est arrivé le 14 septembre 1942. Il va être scolarisé de manière tout à fait classique par 15 religieux et 6 laïcs. C'était quand même un établissement très très important qui a accueilli 253 élèves en 1942-43, mais à un moment donné de la guerre, ils vont même aller jusqu'à 350 élèves qu'il fallait nourrir. En bas de la photo, vous voyez donc l'hôtel cafétéria Léon Bon-Mariage, où là, ils vont accueillir une famille juive complète, donc les 2 parents et Rita. D'accord, merci. Je vous présente donc la famille de Rita. Donc il y a les parents de Rita, vous voyez ici à côté de Madame Bourlet qui est à gauche. Et Rita disait, voilà, Saint-Roch pour elle, c'était un petit coin de paradis au milieu de la tourmente. Elle ne pouvait pas être scolarisée vu que c'est une fille.
Et donc, c'est un des professeurs du collège qui venait donner des cours à Rita, et donc elle n'a pas eu finalement de retard dans sa scolarité. Et sa cousine Régine, qui est assise à côté d'elle, elle malheureusement va être arrêtée, mais elle reviendra des camps. Et donc, Rita finalement a passé toute la guerre dans le séminaire Saint-Roch, en ayant un professeur qui a d'ailleurs lié énormément de liens d'amitié avec la famille. Quand on regarde maintenant le grand livre des résultats scolaires du collège, on remarque à plusieurs pages qu'il y a des noms qui ont été modifiés. Donc ici, vous voyez 2 noms rectifiés. Il y a Louis notamment, donc Louis qui est un enfant caché juif, et puis il y a Henri. Mais Henri, lui, en fait, c'est un réfractaire, dont on a également caché le nom. On voit le nom de Pierre qui a été modifié. Par contre, Arnold, dont vous avez la photo en bas à droite, lui, visiblement, la personne qui a rectifié le grand carnet ignorait qu'Arnold était d'origine juive, parce qu'il est resté sous le nom d'Arnold de Voisin. Alors, les frais scolaires et d'hébergement, je vous l'ai dit, soit étaient payés par le réseau Vandenberg, soit par des connaissances de la famille. C'est le cas de Louis, que vous venez de voir ici à l'instant. Ses parents possédaient, enfin le papa gérait une usine de thermos qui avait beaucoup de succès. Quand la famille est partie dans la clandestinité, on va dire c'est le sous-directeur qui a continué à faire tourner l'usine, et les bénéfices ont permis de financer en fait toute la famille cachée. Alors les enfants cachés n'étaient pas seuls à rester assis au fond de l'église lors des offices. Ils n'étaient pas obligés d'aller à la communion, et d'autres enfants ne se levaient pas non plus, donc ça n'interpellait absolument personne. Mais ils tous pensaient finalement être seuls, enfants cachés, quand je les ai rencontrés. Alors qu'en fait, il y avait Arnold, Pierre, Izzy, Rita, Elisabeth, et même pendant 2 brèves périodes, le ministre officiant Joseph Lepkivker, qui ont été cachés au même endroit. Et ils ignoraient tous, bien évidemment, qu'ils étaient tous de la communauté juive. Louis souhaitera poursuivre des études en sciences religieuses, et là le directeur l'a directement envoyé sur Bruxelles en disant « va voir un directeur de conscience, on en reparlera ». Et cette personne l'a convaincu d'arrêter et de ne surtout pas poursuivre dans cette voie. Donc il n'y avait aucune volonté de pousser les enfants vers le christianisme à Saint-Roch. Joseph Lepkivker, donc, que vous connaissez peut-être déjà, donc ici, lui, il avait 2 jeunes enfants au moment de l'occupation. Donc Mendel est né en 37 et Elie en 39. Et donc lui avait été obligé de suivre les ordonnances juives. C'est pour ça qu'ici en 1942, vous le voyez porter l'étoile juive. Mais donc c'est grâce à l'évêque qu'il a pu être caché. Il a été conduit par l'évêque même dans son véhicule personnel, ainsi que son épouse et ses 2 enfants. Alors Cécile, donc l'épouse de Joseph Lepkivker, est restée toute la guerre avec son fils de 3 ans chez les sœurs de Bon Secours à Liège, un tout petit couvent qui n'hébergeait que 6 religieuses. Mendel, qui avait 5 ans en 1942, lui a séjourné dans plusieurs familles d'accueil jusqu'à la libération. Alors Joseph Lepkivker donc a été plusieurs fois à Saint-Roch, dont le jour de Noël 1942. Il était présenté comme l'abbé Botti, qui était un cousin de l'évêque néerlandophone. Mais il n'est pas resté très très longtemps, mais sa maladresse lors des prières du repas, il oubliait son signe de croix, il ne parlait pas néerlandais alors qu'il avait un cousin néerlandophone. En fait, les religieuses étaient persuadées que c'était en fait un réfractaire caché. Ils n'ont même pas pensé sur le moment que ça puisse être une personne juive. Alors, outre le petit séminaire, monsieur Lepkivker avait été caché également à Banneux, à l'évêché même, chez des particuliers et également chez le curé de la paroisse Saint-Christophe. Alors, après-guerre, Joseph Lepkivker a fait toutes les démarches possibles et inimaginables pour que l'évêque soit reconnu juste parmi les nations. Autre exemple, très brièvement, donc la colonie de Stoumont. Donc plusieurs colonies ont accueilli des enfants cachés, le cercle aux Anames à Weigné-les-Pins-Pinster, la colonie Notre-Dame à Saint-Georges-sur-Meuse, Banneux, donc avait déjà été étudiée. Alors Stoumont était un peu moins connu. Alors la colonie de Stoumont était dirigée par Marcel Stein, qui était un proche de Monseigneur Kerkhoff. Et donc c'était d'office un enseignement catholique, mais un peu particulier parce que les enfants ne venaient que parce qu'ils étaient anémiés. Donc c'était des enfants qui venaient de villes différentes, avec un parcours scolaire différent, et ils ne restaient parfois que quelques semaines ou quelques mois. Ce qui fait qu'il n'y avait pas un enseignement vraiment continu. Là, le problème de Stoumont, c'est qu'il y avait 2 animateurs, 2 moniteurs pour les jeunes, qui étaient des personnes favorables à l'ordre nouveau, dont Oscar Évrard, qui était séminariste et qui a quand même dénoncé 14 prêtres, dont la plupart ne sont pas revenus de la déportation. Alors, les Allemands étaient venus plusieurs fois à Stoumont faire des contrôles, et le prêtre, l'abbé Stein, va notamment être arrêté en 1943 parce que les Allemands trouvaient que la tenue des enfants, short et chemise, ressemblait un petit peu à un uniforme paramilitaire. Mais outre ce fait-là, ils n'ont même pas imaginé un seul enfant que des enfants juifs pouvaient y être cachés.
Donc il y avait 2 instituteurs, 5 moniteurs qui encadraient les enfants. Et c'est Monseigneur Kerkhoff qui avait demandé à Marcel Sten s'il voulait bien accueillir les enfants. Alors les premiers garçons cachés, c'est David et Léon. Ils sont arrivés dès août 42 en fait. Ils sont conduits par Pierre Schmitt, qui est le beau-frère de l'abbé. Donc là encore, on est un peu proche au niveau familial. Et qui a apporté de nombreux enfants, qui lui a été arrêté, Pierre Schmitt, en juillet 44, torturé, mais jamais inavoué qu'il y avait des enfants cachés dans les colonies. Alors, jusque dans les années 90, en fait, ces anciens enfants anémiés aimaient se retrouver et faire des grands repas. Et c'est ainsi que plusieurs personnes se sont rendues compte qu'ils étaient tous enfants cachés, ce qu'ils ignoraient, en fait, jusque parfois dans les années, très tardivement, en fait. Donc, les 3 enfants, je n'ai pu rencontrer que 3 enfants cachés sur les 9. Certains étaient déjà décédés, d'autres ne souhaitaient pas réévoquer cette période de leur vie. Et ils avaient entre 10 et 17 ans. Donc, par exemple, Léon, lui, il avait reçu 2 convocations, l'une pour Malines, l'autre pour l'organisation TOT. Il s'est échappé du 16e convoi. Il est arrivé à Stoumont, où il est resté finalement comme moniteur pendant toute la guerre. Alors, globalement, la colonie était vraiment organisée comme un mouvement de jeunesse, avec 5 équipes, avec chacun un moniteur à leur tête. Alors, un des enfants cachés, Dick, était un jeune anversois qui a dû apprendre le français très rapidement. Et donc, ils avaient droit à des cours individuels pour récupérer un petit peu parfois leur retard. Les plus grands, malheureusement, eux, comme c'était des instituteurs primaires essentiellement, ils s'occupaient du pain, du bois, du charbon, du nettoyage des fosses septiques, etc. Ils aidaient à la vie, en fait, de la colonie. Au niveau des financements, je réévoque un peu ce qu'on a dit ce matin. Il y avait à la fois les filières officielles, comme le Secours d'hiver, l'ONE, la Croix-Rouge. Et de l'autre côté, il y avait les mouvements de résistance qui apportaient également pas mal de financement. Alors concernant les conversions, d'un point de vue religieux, l'abbé Sten était, selon l'expression d'un des enseignants, obsédé par 2 choses, éveiller des vocations et sauver la jeunesse par son patron. Donc la messe avait lieu chaque matin, les enfants chantaient dans la chorale à l'église. Pour récolter des fonds, il organisait des tournées à vélo dans la région, notamment avec David, qui était soprano, qui était un enfant caché. Et bien souvent, David suivait le prêtre pendant plusieurs jours pour récolter des fonds pour la colonie. Alors finalement, à Stoumont, il y a 4 jeunes qui vont accepter d'être baptisés et qui avaient entre 16 et 17 ans. En fait, ils l'ont fait pour faire plaisir à l'abbé. C'était plus une manière de les remercier. Mais d'autres enfants étaient également demandeurs parce que une des cuisinières elle-même était juive, elle pouvait être marraine. Et puis surtout, ils étaient impressionnés par les cadeaux, le folklore de l'office, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'office. Après la libération, le 12 septembre 1944, l'abbé Sten a écrit dans les registres des baptêmes. Ci-dessus, les extraits de baptême de 4 enfants juifs qui furent recueillis et sauvés pendant la guerre. J'ai attendu pour insérer leur extrait de baptême que les hordes nazies nous aient débarrassés de leur affreuse présence, de peur de provoquer des représailles au cas où l'odieuse feldgendarmerie de sinistre mémoire aurait perquisitionné dans les registres. Suivent ensuite les noms et prénoms d'origine des enfants. Ils n'imaginaient pas que quelques mois plus tard, fin décembre 1944, l'offensive von Rundstedt arriva à Stoumont, alors que 3 enfants cachés s'y trouvaient encore, et que les bâtiments étaient particulièrement détruits par cette offensive. Alors voilà, vous avez ici 50 enfants cachés que j'avais retrouvés, pour lesquels j'avais des informations fiables. En jaune, vous voyez les enfants qui ont été baptisés. Alors il n'y avait que 2 qui venaient de familles plus religieuses, juives. Tous les autres étaient plutôt issus de familles juives, mais laïques ou peu pratiquantes. Et finalement, en finale, il n'y a que 3 anciens enfants cachés qui sont restés catholiques après la guerre. Voilà, l'abbé Boufflette, tout comme l'abbé Sten, aimait bien parler théologie avec les enfants cachés parce qu'ils avaient déjà une très grande connaissance d'histoire religieuse et voilà, même parfois les enfants mettaient le haut là, alors visiblement les prêtres arrêtaient, mais voilà, pour eux c'était un véritable plaisir. Cécile Epkivker, lorsque je l'avais rencontrée, m'avait dit que dans le couvent, elle a toujours pu pratiquer par contre la religion juive. Les religieuses lui fournissaient du pain azim pour Pâques, des bougies qu'elle retirait des chapelles pour Rosh Hashanah, et pour qu'elle puisse prier, elle s'occupait de son enfant de manière à ce qu'elle soit tranquille. Un autre prêtre, par contre, lui disait que lui ne voulait pas du tout de conversion parce qu'il préférait un bon juif à un mauvais chrétien. Voilà, un petit clin d'œil très rapidement donc, au niveau du groupe donc, de Vandenberg, CDJ mélangé pour Liège. Donc vous avez quand même 5 personnes qui n'ont pas vu la libération, c'est Émile Boufflette, Louis Dufour, Edel Steinberg et Ernest Rixon et Albert Vandenberg, qui tous ont été dénoncés, notamment par Oscar Rivera pour certains.
Alors je vous propose juste de lire au niveau des relations entre les enfants parfois et les prêtres, le témoignage d'Arnold qui avait été caché par Émile Boufflette, et je m'arrêterai là. Je vous remercie.